Yo, salut les vendeurs de coupe-ongles, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans la vidéo du jour où on va débriefer le Raw du lendemain de WrestleMania qui, pour la première fois depuis 2012, depuis WrestleMania 28 à Miami, n'a pas vraiment été le Raw du lendemain de WrestleMania. Alors quand je dis ça, c'est tout simplement par rapport à... Alors si je dis ça, c'est que tout simplement lors du lendemain de WrestleMania, vous le savez, vous les passionnés, il y a une aura, une atmosphère unique qui règne dans la salle. Et de toute évidence, cette année, vu qu'on est toujours à huis clos, eh bien on n'a pas eu droit à cette ambiance. Mais on a eu droit à un Raw avec des éléments nouveaux, des retours, plein de choses. Et on va revenir là-dessus, notamment sur le dernier segment qui a impliqué Drew McIntyre. Et j'espère que vous allez pouvoir m'expliquer quelle était la logique derrière le truc, car moi, de mon côté, je ne l'ai pas trouvé. On en profite comme toujours pour saluer les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés sur la clinique et leur souhaiter bien entendu la bienvenue. Et comme d'hab, si vous voulez rejoindre la belle communauté de Wrestling Clinic, n'hésitez pas à vous abonner. Alors lors de ce Raw, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu pas mal de matchs courts qui ont permis de continuer à mettre over certains catcheurs. Parmi ces certains catcheurs, nous avions donc Cedric Alexander et Ricochet qui ont gagné leur match par équipe. On a eu le retour de Nia Jax qui a remporté aussi un combat en une petite minute. Humberto Carrillo qui a remporté le sien. Seth Rollins aussi. Enfin, plein de petits combats comme ça qui ont permis de cimenter ou de redonner un petit coup de peps aux carrières et aux trajectoires de certains catcheurs. Ce que j'ai particulièrement apprécié, par exemple pour Seth Rollins, c'est que contrairement à d'autres années où finalement perdre à WrestleMania c'est assez vite oublié parce que dès le lendemain à Raw ou dans la semaine à SmackDown il y a tout de suite des rematchs ou même plus tard lors du pay-per-view suivant. Là, on a présenté la défaite de Rollins à WrestleMania comme quelque chose d'important et qui le plonge un petit peu dans une situation compliquée en se demandant comment est-ce qu'il va réussir à sortir de cette situation pour retrouver le droit chemin, on va dire. On a eu des promos de Lashley qui a remis en cause son mariage et Lana en tant que manager. Ça fait 2 mois qu'ils sont mariés les mecs. 3 mois ? Ouais, 2 mois et demi. On a eu Becky Lynch qui dit que Shayna Baszler, si elle a un problème avec elle, elle peut venir la chercher. Elle a son numéro, donc de toute évidence, elles vont continuer cette rivalité. Ce à quoi Shayna Baszler, dans une petite promo très courte comme ça, qui a répété plusieurs fois les mêmes mots, a dit qu'elle va montrer à Becky Lynch ce que c'est que l'agonie de la défaite. On a eu également le retour remarqué de Apollo Crews, qui vivotait un petit peu à SmackDown depuis longtemps, sans chose intéressante, qui a affronté Aleister Black dans un match qui a frôlé les 30 minutes. Alors dans ce match de 30 minutes, il y a du bon et il y a du moins bon. Le bon, de toute évidence, c'est le niveau des deux catcheurs. Ils nous ont fait un match absolument génial et je sais pas s'il se retenait, s'il arrive à contrôler ça, ou si c'est tout simplement que le mec est une machine ultime. Mais à la fin du match, lorsque Aleister Black a remporté son combat avec le Black Mass, il est comme toujours en tailleur au milieu du ring, et le gars, il a une respiration tout à fait posée. Je veux dire, il respire même pas plus rapidement que moi actuellement pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Donc ça, c'est hallucinant. Le bon aussi, c'est que évidemment, Apollo Crews avec un match de 30 minutes comme ça face à Aleister Black, il s'impose immédiatement comme un des futurs nouveaux, nouveau ex, futur ex nouveau catcheur important de la marque rouge. Par contre, le petit détail qui est un peu moins bon, c'est que pour moi, Aleister Black a été superbement pushé depuis plusieurs semaines et que maintenant, en ayant tout d'un coup un mec qui arrive à lui tenir tête pendant 30 minutes, à moins que ce soit un gros big name déjà complètement établi, là ça n'est pas le cas avec Apollo Crews, et bien finalement Aleister Black va être un petit peu tiré vers le bas dans la manière dont ils ont géré son push. Mais c'était une belle surprise, et puis après il y a aussi la question de la gestion du temps lors de ce Raw, parce que c'est le premier Raw depuis le confinement, grosso modo, qu'on n'a pas eu un long match de pay-per-view qui mangeait comme ça une grosse demi-heure. Donc il y avait aussi ce besoin pour la WWE de grossir la durée de certains matchs. On a aussi une belle surprise, Liv Morgan contre Asuka en début de show. Ça c'était très agréable, c'était sympa de voir Liv Morgan livrer elle-même comme ça, sans bouée de sauvetage, dans le grand bain avec Asuka. Et de toute évidence, si je dis que ça fait plaisir, c'est qu'elle a su tirer son épingle du jeu comme personne. Donc pour Liv Morgan ce soir, une belle réussite. On a également eu une grosse demi-heure également qui était occupée par les Street Profits, sans manager, vous allez voir pourquoi, contre Austin Theory et Angel Garza, accompagnés de Zelina Vega. D'abord, ça a commencé en revanche match par équipe.
Le match s'est terminé par une DQ appelée par l'arbitre lorsque Zelina tient le pied d'un des deux Street Profits qui est sur la 3e corde. Habituellement, les arbitres sont un peu plus laxistes, c'est vrai. Là, pour une raison X ou Y, on a appelé la disqualification pour enchaîner avec ce qui suit. L'enchaînement, c'est que Bianca Belair a fait ses débuts officiels à Raw. Une fois qu'elle est arrivée, évidemment, il a fallu se présenter à la foule et aux téléspectateurs qui regardent Raw sur le USA Network. Donc elle prend le micro et elle parle directement à ce qu'on appelle la hardcam. Donc c'est la caméra qui est face à l'entrée. Le truc chelou, c'est que donc elle est en bisbille comme ça avec Zelina Vega et les autres, mais elle leur tourne le dos pour faire la promo face à la caméra, alors que les autres sont derrière. Zelina et tous les autres attendaient au bord du ring et sur l'entrée. C'était assez chelou qu'elle s'exprime plutôt au public plutôt qu'aux autres catcheurs, parce que finalement, si tu viens pour défendre ton mari en l'occurrence et son pote, tu vas plutôt t'adresser aux adversaires de ton mari et de son pote, et non pas aux téléspectateurs qui sont là simplement dans un rôle d'observateur de ce qui est en train de se dérouler sur le ring ou autour du ring. Donc j'ai pas trop compris pourquoi elle parlait à la caméra. Ensuite on a eu un match avec justement Vega et Bianca Belair. Et ce match, quant à lui, s'est terminé en disqualification lorsque, je ne sais plus qui précisément, entre dans le ring. Ils sont en train de se bastonner, mais ils ne sont jamais intervenus physiquement dans le match Belair-Vega. Donc ça m'a rappelé un petit peu les Nitro de la WCW de 1995-96 que vous retrouvez tous les mercredis à midi sur la chaîne dans des podcasts vidéo old school sur la grande rivalité WWE-WCW, où à l'époque, donc, rien que le fait de rentrer dans le ring pendant un match était justificatif de disqualification. Sauf qu'à la WWE aujourd'hui, sauf si ma mémoire défaillante me fait défaut, c'est très rarement le cas. Sauf que là, ça a été le cas. Je pense que ça a été exceptionnellement le cas pour pouvoir réenchaîner et renquiller un petit peu avec, à ce moment-là, un six-man avec les Street Profits et Bianca Belair contre Vega et Angel Garza et Theory. Et donc dans ce troisième affrontement avec tous ces gugus, eh bien ce sont les Street Profits qui le remportent. La petite chose que j'ai remarqué, je me suis fait la remarque comme ça, Zelina Vega, alors je comprends qu'il faille grossir un petit peu les rangs et mettre des catcheuses compétentes dès qu'on peut le faire, et Zelina Vega de toute évidence est très compétente, donc voilà, mais c'est vrai que de mon côté, je préférais quand elle avait un rôle, pas de catcheuse, mais uniquement de manageuse, et qu'elle claquait des moves. C'était beaucoup plus impressionnant, et je trouve que son personnage à elle sortait beaucoup plus grandi d'un Hurricane Rana, d'un truc, d'un machin, lorsqu'elle était habillée, entre guillemets, en civil en tant que manager, et non pas en tenue de catcheuse dans le ring, catcheuse active. Mais bon, ça c'est du détail, de toute évidence. Maintenant, voilà, on est lancé dans le truc et on ne peut que lui souhaiter toute la réussite qu'elle mérite. Maintenant, ce qui a clôturé le show. Et s'il vous plaît, les amis, j'aimerais que vous me donniez votre avis, car j'essaye de réfléchir un petit peu à quelle était la logique derrière tout ça. Et il y a plein d'éléments où je comprenais pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Drew McIntyre est dans le ring. Il est interviewé, il est toujours en transpi, il a sa ceinture de champion du monde autour de la taille, et on lui dit que voilà, ça fait 20 minutes qu'il a remporté le titre, donc théoriquement on est 20 minutes après WrestleMania. D'ailleurs derrière c'est toujours le décor de WrestleMania, et on lui demande ses réactions. Au début il dit que pour le moment il réalise pas, que c'est toujours trop beau pour être vrai, qu'il a besoin de se pincer pour comprendre que c'est la réalité. Continue à parler un petit peu, et tout d'un coup la musique du Big Show sonne. Le Big Show arrive avec un arbitre. Il rentre dans le ring, il fait la promo avec McIntyre et il dit « Je ne veux pas te challenger pour le titre, je veux simplement qu'on s'affronte parce que t'es en tenue, je suis en tenue, allez, on peut le faire. » Alors déjà, première question les amis, pourquoi ? Je veux dire, si on réfléchit comme si on était dans un vrai WrestleMania, même si ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on regarde le show dans le stade, et 20 minutes plus tard, Drew McIntyre revient sur scène pour faire une interview, et il est interrompu par le Big Show. Désolé, je ne comprends pas. De mon point de vue, ça aurait été vachement plus facile et vachement plus crédible, parce que l'idée, c'est quand même de faire catcher Drew McIntyre le lendemain de WrestleMania. On aurait très bien pu le faire catcher contre n'importe qui d'autre. Sauf que comme Raw a été enregistré la veille de WrestleMania, je peux comprendre que, éventuellement, eh bien, il y avait eu un risque que Drew McIntyre se blesse à Raw avant WrestleMania et que son match ne puisse pas avoir lieu, et donc ils ont enregistré ça après WrestleMania. À ce niveau-là, je peux le comprendre. Mais on aurait très bien pu faire quelque chose de beaucoup plus vrai et en plus réel. On aurait très bien pu dire, voilà, Drew, nous sommes après WrestleMania et je souhaite recueillir tes réactions
pour les diffuser lors de Raw, plutôt que de faire genre c'était après WrestleMania, machin truc, vous voyez ce que je veux dire? Donc Drew McIntyre, il dit oui, bon, ok, très bien, moi je viens de catcher contre Brock Lesnar, donc je suis pas d'humeur à catcher. Le Big Show continue un petit peu à le chauffer, et là Drew McIntyre, qui est un face, alors je sais pas trop pourquoi il a balancé cette phrase, il a dit « Tout ce que tu pourras dire ou faire, rien de tout ça n'arrivera à me convaincre pour t'affronter ce soir. » Alors déjà, il se fait mentir, parce que 30 secondes après, il est prêt à en découdre, et en plus de ça, c'est pas trop une phrase que devrait dire un babyface. À ce moment-là, le Big Show le gifle, et voilà, tout d'un coup, Drew McIntyre a oublié ce qu'il vient de dire, et il se met en position pour catcher, et l'annonceur nous dit que le match est maintenant pour le titre de champion du monde, alors que le Big Show venait initialement de dire je ne suis pas là pour te challenger pour ta ceinture. Alors peut-être que quand j'ai pris mes notes ou autre, j'ai pas entendu que lorsque Drew McIntyre donne sa ceinture, il dit bah tiens, je vais mettre ma ceinture en jeu. Ça je l'ai pas entendu. Si c'est le cas, ok, désolé. Mais sans ça, je vois pas pourquoi ils ont transformé ce match, pas pour le titre, en match pour le titre. J'ai pas trouvé que ce segment était efficace par rapport à ce qu'il devait faire, c'est-à-dire de montrer que Drew McIntyre est champion, qu'il catch, qu'il gagne, qu'il est fort, etc., etc. Ils auraient très bien pu s'essuyer un petit peu, prendre une douche, balancer les décors de Raw sur les écrans LED au lieu de celui de WrestleMania et faire catcher Drew McIntyre contre n'importe qui, pas forcément, peut-être même le Big Show en fait, oui. Ils auraient très bien pu faire ça, mais pas dans l'espèce de faux contexte post-WrestleMania qu'ils ont essayé de vendre, parce que c'était très chelou et j'ai pas du tout compris à quoi ça a servi, parce qu'il y avait tellement d'autres solutions, beaucoup plus simples, logiques et en plus véridiques, comme je le disais. Ils auraient très bien pu dire WrestleMania a été terminé, maintenant on va enregistrer une interview de toi pour Raw, donc on va mettre les décors de Raw, machin, ça donne un côté vachement plus intime et réel, vous voyez ce que je veux dire, presque dans les coulisses du truc. Ça j'aurais beaucoup aimé, c'est quelque chose que la WWE ne fait pas assez. Bon voilà, ça a été fait, et c'est là-dessus que Raw s'est terminé, donc c'était une fin pour moi très chelou. Voilà les amis, c'est terminé pour cette review, cette analyse de Raw. J'espère que vous saurez me donner quelques petites réponses sur les points d'interrogation que j'ai en suspens après avoir regardé ce Raw. Il y a eu des retours, il y a eu des surprises, il y a eu du bon, il n'y a pas eu de mauvais, franchement ça c'est déjà le gros point positif. Il y a eu du bon, il y a eu un peu de moins bon, mais dans tous les cas, on est dans une situation, une fois de plus, qui est très particulière. C'est vrai que chaque année, on a des retours, de mecs qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Bien sûr, sans public, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'était un bon petit moment, et c'était mieux que ce que je craignais, je dois le dire, pour un Raw de lendemain de WrestleMania. Et c'est la première fois que la WWE n'a pas inséré un gros match de pay-per-view pour gagner du temps. Et à ce niveau-là, me concernant, je pense que ce serait peut-être bien de revenir là-dessus et de le refaire à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc merci d'avoir regardé la review jusqu'au bout. Moi, je vous donne un rendez-vous dès demain à midi pour le podcast vidéo de la Monday Night War. Et puis après ça, je vous donne un rendez-vous un peu plus tard, dès jeudi, pour d'autres vidéos. Mais ça, je garde la surprise. D'ici là, gardez la passion et n'oubliez pas de regarder du catch 24h sur 24. Allez, bye bye.